Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de Douceur intérieure by Nelly Michel. Nelly Michel, c'est moi, votre sœur, votre amie. Bienvenue sur votre Safe Place. Aujourd'hui, je reçois une personne, une belle âme, sur notre plateau pour partager son histoire. Avec elle, on va découvrir tout ce qu'elle a pu vivre et heureusement, sa résilience a pris le dessus. Hop, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça va? Oui. Elle a le sourire. En fait, vous la voyez pas, mais elle est très belle. Comment tu vas? Non, ça va. Comment te sens-tu réellement? Alors, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à les semaines précédentes. Donc, en vrai, ça va. Ça va? Franchement, oui. Enfin, oui, non? alors, je suis un peu mitigée. Et, enfin, j'ai des hauts, j'ai des bas. C'est une période assez compliquée, émotionnellement parlant, physiquement parlant aussi. Mais par rapport à quelques semaines en arrière, franchement, ça va. Ça va? Oui. Aujourd'hui, tu viens partager avec nous ton histoire. Oui. Ton vécu. J'adore son sourire, franchement, je sais pas pourquoi. Et en fait, tu as vécu quelque chose de pas facile, on va dire de pas commun aussi à tous. Et déjà, pourquoi aujourd'hui tu souhaites témoigner? Alors, je souhaite témoigner principalement parce que l'année dernière, j'ai vécu une dépression assez importante. Et j'ai commencé à me faire suivre par une psychologue. Et dans mon parcours avec ma psychologue, dans les exercices qu'elle me donnait à faire, c'était soit l'écriture, soit parler. Pour parler, j'avoue, j'ai encore quelques difficultés parce que je ne partage pas mon histoire avec tout le monde. Et donc j'écrivais beaucoup. Et dans le processus de guérison, j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit, pas forcément à raconter toute mon histoire, mais quelques bouts de mon histoire. Donc quand on s'est connus et que tu m'as partagé ton histoire, je me suis dit que ça pourrait être bien de partager mon histoire. Ça pourrait aider quelqu'un, ça pourrait aider une personne qui traverse plus ou moins la même chose ou qui a traversé et qui se sent sans recours, pour l'encourager à lui dire qu'en fait, il faut beaucoup de résilience, de courage, mais le soleil finit toujours par se lever. Enfin, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Exactement. Alors, déjà, dis-nous, quel type d'enfance tu as eu? Comment tu as grandi? Alors, moi, j'ai eu une enfance assez particulière. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu des parents et j'ai des parents parce qu'ils sont encore là. J'ai eu une enfance assez joyeuse d'un côté et triste et très lourde d'un autre côté. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une famille qui ne m'a jamais fait manquer de rien. J'ai toujours tout eu. Je dirais pas que je suis pourri gâtée, mais en tout cas, à chaque fois que je voulais quelque chose, mes parents m'ont jamais rien refusé. Et ce qui a fait en fait que j'ai grandi dans une certaine aisance, mais à côté, du point de vue émotionnel, mes parents étaient très absents. Voilà, c'est-à-dire que matériellement parlant, je n'ai manqué de rien, mais du point de vue émotionnel, j'ai manqué de beaucoup de choses, voire presque tout. Après, enfin, je les en veux pas parce que je pense que avec leur histoire personnelle aussi, ça pourrait je pourrais éventuellement justifier, mais en tout cas, moi, en tant qu'enfant, je n'ai pas eu beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est ce qui a entraîné, en fait, toutes les blessures que j'ai enchaînées et ce qui m'a conduit à ma dépression. Voilà. D'accord. Et pour revenir, en fait, sur les parents, je pense que ça, c'est commun à tous les parents africains. Oui. Ils demandent pas beaucoup d'amour. Généralement, ça veut pas dire forcément qu'ils ne nous pas, aiment exactement. pas.
Mais c'est leur manière à eux, voilà, ils ont grandi comme ça. Voilà, pour eux, on n'est pas très démonstratif. On n'est pas très démonstratif. Heureusement que c'est en train de changer. La donne est en train de changer. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui démontrent à leurs enfants qu'ils aiment, qui disent je t'aime. Voilà. Mon père, quand tu lui dis je t'aime, il dit ça va, tu vas bien. Je sais que tout va bien, mais. Bah, c'est vrai que dans ma famille, on n'est pas habitué. Enfin, je le vois même maintenant. On n'est pas du tout habitué à se dire qu'on s'aime ou des trucs comme ça. Donc, en grandissant, ça a été pour moi un frein de dire aux personnes que je les aimais, mais pas forcément des personnes de mon âge, mais aussi à des grandes personnes qui pouvaient être un peu comme des tantes, qui me manifestent leur amour, pardon. J'ai toujours du mal à dire je t'aime parce qu'en fait, c'est pas dans mes habitudes. J'arrive à démontrer mon affection, mais pour l'exprimer, c'est compliqué. Avec mes amis, j'arrive un peu plus parce que ils ont mon âge, donc c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'avant c'était compliqué. Mais avec les personnes adultes, c'est toujours compliqué. Oui, j'avoue. Et c'est généralement même c'est même pas dans les deux sens, donc on fait avec. Alors donc du coup tu grandis avec des parents peut-être émotionnellement parlant absents, mais matériellement parlant ils sont là. Voilà, ils te donnent tout ce que tu veux. Mais comment tu réussis à te rendre compte que émotionnellement ils sont absents? Qu'est-ce qui crée pour toi le déclic ou qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était vraiment quelques années après, mais vraiment des années après. Alors, il faut savoir que mes parents sont divorcés aujourd'hui. Voilà, mes parents sont divorcés. Et justement, c'est quand mes parents ont divorcé que je me suis rendu compte que jusqu'à l'âge où mes parents ont divorcé, mes parents n'étaient pas présents pour moi émotionnellement. Comment tu l'as vécu déjà ce divorce? Je l'ai vécu très mal. Je l'ai vécu très très mal parce que j'ai littéralement porté ma mère. À l'époque, j'avais 11, 12 ans, j'étais préadolescente, j'ai rentré dans l'adolescence. Et on rappelle que tu es sa première fille. Oui, je suis la première fille de mes parents. Donc, j'ai vraiment porté ma maman qui a mal vécu, elle, sa séparation. Et de l'autre côté, il y avait aussi mes petits frères et sœurs. Oui. Donc, je pense que elle tenait le coup pour nous. Enfin, surtout pour eux qui étaient petits, mais elle se reposait beaucoup sur moi. Je pense que si je devrais en parler avec ma mère aujourd'hui, très probablement, elle ne le reconnaîtrait pas. Oui. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup porté et donc j'ai jamais fait le deuil, entre guillemets, de la séparation de mes parents. Je l'ai toujours très mal vécu et encore aujourd'hui, je le vis encore un peu mal. Enfin, avec beaucoup de recul, mais je le vis mal. Et je le sais parce que ça influence pas mal de mes relations amoureuses. Donc, en tout cas, pendant longtemps, ça a influencé mes relations amoureuses et pendant longtemps, je me suis dit, je veux pas me marier, je veux pas construire une famille parce que je ne veux pas finir comme mes parents. Donc, pour revenir à comment je me suis rendu compte, donc voilà, mes parents ont divorcé et tout. Et quand une fois, j'étais toute petite et j'étais toute petite et il s'était passé un truc avec mes parents et j'avais essayé un peu d'être une médiatrice, mais j'avais essayé d'être une médiatrice sans forcément dire à maman, maman, voilà ce que papa me demande ou papa, je peux pas faire ce que tu me demandes. Et je me suis dit, peut-être si j'agis comme ça pourrait éventuellement les rapprocher. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ma maman, elle s'est fâchée contre moi. Elle m'a, pendant des jours, elle m'a pas parlé, un truc du genre. Et là, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je me suis dit, au final, je ne suis qu'un enfant. Oui. Donc, je ne dois pas porter le poids de cette séparation parce que déjà pour un enfant quand ses parents se séparent c'est compliqué parce que ça te déséquilibre en quelque sorte parce que ça bouscule ça chamboule toute ta routine et de l'autre côté aussi si tu dois porter
les blessures des deux côtés, ça, émotionnellement parlant, ça devient lourd. J'avoue. Voilà, ça devient vraiment lourd. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai su. Et autre chose, c'est que moi, quand j'ai été petite, aujourd'hui, je sais pas que je le dis avec le sourire, mais j'ai appris à faire avec. Mais quand j'étais petite, très très petite, ma mère, elle passait sa formation pour devenir infirmière. Et je me rappelle que pendant ces périodes de stage, c'était surtout pendant les vacances, les grandes vacances, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un pour me garder. Avant, il y avait pas, je sais plus trop comment ça fonctionne maintenant, mais en tout cas, avant, il y avait pas trop un système de garderie ou plutôt centre. Oui, il y avait, mais vraiment pour une petite période, alors que ma mère, elle avait besoin sur toutes les grandes vacances. Les grandes vacances. Ouais. Et du coup, j'ai été laissée chez un oncle. Du coup, le monsieur en question, il était le mari de ma tante, côté maternel. Et j'avais 5 ans ou 6 ans, un truc du genre, je me rappelle pas. En tout cas, j'étais vraiment petite. Et j'ai été victime d'attouchement sexuel. Et je n'en ai pas parlé à mes parents. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents ne le savent pas. Oh. Ça s'est reproduit à 3 fois. Alors, une première fois avec ce monsieur, j'avais 5 ou 6 ans. La deuxième fois, j'avais 12 ans. Là, avec ce monsieur, avec une autre personne proche de la famille. Et la troisième fois, toujours avec une personne proche de la famille. Et cette fois, en fait, mes parents l'ont su, mais ils n'ont pas réagi comme ils auraient dû réagir. C'est-à-dire que ils sont restés dans un déni. Voilà. Ils sont restés dans un déni et ils ont arrêté de me parler pendant longtemps. Enfin, je me rappelle que mon père, quand il m'accompagnait à l'école, il ne me parlait plus du tout. Je pleurais souvent. Je lui avais même écrit une lettre pour lui dire, en fait, que, voilà, quoi, que le jeune homme avait, entre guillemets, abusé de moi. Mais mon père, il n'a rien voulu savoir. Et donc, pendant très longtemps, il m'a pas parlé. Et moi, j'en ai souffert. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un truc dont on parle pas. Je sais pas s'ils s'en souviennent. Je pense qu'un parent, il se souvient de tout. Mais comme j'ai grandi et que en grandissant, je me suis forgé un caractère, une carapace pour me protéger, je pense qu'aujourd'hui, ils n'osent pas en parler. Mais voilà, c'est par rapport à tout ça en fait que je dis que mes parents, émotionnellement parlant, ils ont été absents parce que même au jour d'aujourd'hui, je pense que j'aurais un peu de mal à leur partager cette expérience. Oui, mais parce que là, ton papa, il était en colère contre toi. Je saurais pas te dire si mon papa était en colère contre moi ou contre la personne qui avait fait ça ou contre la situation en soi. Je ne suis pas parent, donc je peux pas savoir ce qu'un parent ressent quand il voit son enfant dans une posture vulnérable où il ne peut pas l'aider. Oui. Donc je peux pas savoir. Je pense que c'était aussi peut-être une incapacité de sa part. Et il savait pas trop comment m'aider, il s'est peut-être braqué parce que mon père, il a perdu son père quand il était très très jeune. Et avec sa maman, ça a toujours été un peu compliqué. Donc je pense que voilà, côté affection de son côté aussi, c'était pas trop ça. Parce que je me disais, est-ce que c'était pas côté déshonneur? Parce que généralement, je pense aussi, les parents africains, quand souvent il y a ce genre de choses qui arrivent, ils trouvent qu'on les déshonore et ils tiennent à leur réputation autour des gens. Mais là, c'était vraiment pas ta faute. Et tu as essayé quand même de leur expliquer la situation, surtout à ta maman. Oui, j'ai essayé d'expliquer à ma maman, mais là je me rappelle plus trop parce qu'il y a 15 ans qui se sont écoulés, voilà. Mais j'ai essayé d'expliquer à ma maman, mais oui, elle était assez fermée aussi, et c'est vrai que c'était la période où les problèmes entre eux avaient commencé. Oui. Justement quelques mois après, il y a eu tous les problèmes qui se sont enchaînés, donc
Voilà. Enfin, j'ai essayé de lui en parler, mais ça n'a pas changé grande chose, quoi. Et comment tu l'as vécu? Où est-ce que tu trouvais du réconfort ou voilà, à qui tu parlais, vers qui tu te tournais dans cette situation-là? Alors, il faut dire que déjà, je suis quelqu'un de très fermé. Je suis une personne très, très fermée. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, ce que je vis, parce que j'ai pour habitude de tout garder en moi. Donc, je ne me confiais pas beaucoup, aussi par honte, entre guillemets. Et donc, alors, ce que je faisais, c'est que je lisais beaucoup. Voilà, j'ai toujours aimé la lecture. Et ça a toujours été pour moi un moyen de me réfugier. Voilà. Dans la lecture, ou soit dans la lecture, soit dans mes études. Pleure. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ne te retiens pas. Comme je disais à l'entame de l'émission, c'est une safe place. C'est un endroit où on va pas te juger. C'est un endroit où on va pas te critiquer. On va pas te blâmer. Parce que on est humain et on a tous vécu des situations difficiles. Et c'est pas facile d'en parler. Je comprends aujourd'hui pourquoi c'est difficile pour certaines personnes lorsqu'elles vivent des difficultés de prendre le chemin de la guérison. Parce que pour avoir traversé, on va dire, la guérison, je me rends compte que c'est lourd à porter. On se retrouve en face de soi-même. Et c'est ce que tu es en train de faire. Là, tu repars dans ton passé. Tu repars dans tes souvenirs. Et forcément, il y a des choses peut-être que ton cerveau avait classées. Tu as avancé avec, mais tu t'es pas guéri. T'avais la plaie, en fait, dans un gant. Et là, tu es en train de presser, en fait, du doigt. Donc, ne te retiens pas. Donc, je disais, je lisais énormément. Je faisais énormément de sport. Donc, je ne parlais pas. Je partageais pas. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Personne ne pouvait savoir ce que je vivais exactement. Et d'ailleurs, c'est le même schéma qui s'est reproduit l'année dernière. Sauf que l'année dernière, j'ai vraiment pété un câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'année dernière, j'ai fait une dépression. Et cette dépression m'a emmenée à me couper complètement de tout le monde. Mais vraiment tout le monde, sans aucune exception. Voilà. Je pense que je faisais déjà des dépressions avant, voilà, et qui étaient peut-être masquées par des phases un peu plus soft, on va dire. Mais l'année dernière, ça a été vraiment, en tout cas 2024 a été vraiment une année éprouvante pour moi. Oui. Elle a été une année éprouvante. Je suis sortie de cette année épuisée. J'ai encore des séquelles parce que ça m'arrive par moments de m'isoler. Mais j'arrive déjà à en parler à mes meilleurs amis. Donc ça va. En plus, vu que je fais une thérapie, ça m'aide aussi, on va dire. Voilà. Mais oui, je ne me rappelle plus trop la question que tu m'avais posée pour qu'on rentre dans ce schéma. T'inquiète pas, on va arriver à 2024 et donc du coup, après ces épisodes douloureux moi j'appelle ça carrément des viols, des abus que tu as vécu et avec des personnes proches de votre famille. Bah, généralement, c'est toujours comme ça. Alors, tu vas pas trouver une victime d'abus sexuels surtout en jeune âge, qui va te dire que ça vient de l'extérieur. C'est toujours une personne de la famille, c'est toujours un entourage, enfin c'est toujours une personne de l'entourage, quoi. Tu ne pourrais jamais soupçonner. Et c'est vrai que moi, quand ça m'est arrivé, je n'en avais pas en parlé par peur, parce que je savais pas trop quoi dire à mes parents. Je savais pas comment mes parents allaient. Tu avais quoi, 11 ans? Oui, la première fois 5 ans, ensuite 11 ans, après 13 ans, donc oui. Donc, je savais pas trop comment en parler. Et surtout, je savais pas les 2 premières fois, je savais pas comment ils allaient réagir.
La troisième fois, ils ont réagi. Ils ont réagi. Donc, oui, généralement, c'est toujours des personnes de la famille. Et après, moi, je suis quelqu'un, je protège toujours l'autre. Oui. Je suis une personne, je vais toujours protéger l'autre. Je vais jamais exposer l'autre personne. Même si l'autre t'a blessé. Même si l'autre m'a blessé, je vais jamais exposer. Je prends toujours mes responsabilités et des fois, je prends toujours sur moi, pour moi, même ce que les autres me font. Oui. Je sais pas exactement pourquoi je fonctionne comme ça, mais je n'arrive pas. Et même, même si tu me poses des questions sur mes relations, je vais peut-être expliquer ce qui s'est passé de manière assez subjective parce que c'est toujours mon point de vue, mais à la fin, justement, c'est ce que je dis à chaque fois que je parle, que je raconte un fait à mon entourage, je dis toujours, après, c'est mon point de vue, c'est de la manière c'est la façon dont moi je l'ai vécu. Voilà. C'est pas la personne n'est pas forcément comme ça. D'accord? C'est mon ressenti à moi. Faudrait pas que ce que moi j'ai vécu ou ce que je suis en train de vivre. Tu trouves des excuses. Si tu veux. Si tu arrives à trouver des excuses. Si tu veux, voilà, je protège toujours l'autre personne. Donc, mais ça, c'est vraiment depuis mon jeune âge, mais depuis toute petite, je suis comme ça. Donc, je pense qu'il y a aussi cette partie-là qui avait pris le dessus et qui avait fait que je n'avais pas en parlé précédemment. Et qu'est-ce que ça a brisé littéralement en toi? Parce que je pense que c'est arrivé dans une période où tu rentrais dans l'adolescence. Quand on rentre dans l'adolescence, il y a les petits copains, il y a les amis. Tu disais que tu n'avais pas d'amis, donc... Ouais, je n'avais pas beaucoup d'amis. Parce que j'étais assez fermée. J'avais un groupe d'amis au lycée, collège-lycée. Et on était en groupe de 4, donc j'avais 3 amies, 3 filles. Et elles étaient européennes, enfin elles sont européennes. Je n'ai plus de contact avec, sauf avec une. Mais ça avait brisé ma confiance en moi. Oui. Alors, quand on me voit aujourd'hui, pour quelqu'un qui me connaît pas, la personne pourrait penser que je suis imbue de ma personnalité et que j'ai beaucoup de confiance en moi. D'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps avec une personne assez proche de moi et on échangeait et cette personne m'a dit loin de toute apparence, j'aurais jamais pensé que tu es une personne aussi cool et aussi simple parce que quand on te voit, tu ressembles à une personne qui est compliquée, hautaine, et difficile à vivre. Mais on me le dit souvent et je n'arrive pas à comprendre. Oui. Donc, je pense que c'est en grandissant que je me suis un peu forgé cette carapace. En fait, juste pour te protéger. Voilà, je me suis forgé cette carapace pour me protéger. Mais en soi, je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Oui. Je n'ai pas du tout de confiance. Ça t'a littéralement... Ah oui, oui, franchement, ça m'a brisé. Ça m'a brisé. J'avais mis du temps pour me reconstruire petit à petit. C'est-à-dire que de mes 14 à mes 17 ans, je ne me voyais pas du tout comme une jolie petite fille. Surtout que toutes mes copines avaient des petites amies et moi, jamais personne s'était approché de moi. Donc, en fait, je n'arrivais pas du tout à comprendre comment ça se faisait. Je me disais, peut-être je suis vilaine, peut-être je suis pas cool. Je ne trouvais jamais, mais même au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des qualités de ma personnalité. Ce sont toujours les autres qui me disent, mais moi, j'ai toujours du mal, voilà. Et donc, je pense que cet événement-là que j'ai vécu a engendré ce manque de confiance en moi. Voilà. Quand j'ai ensuite, et en plus avant, quand j'étais petite, tu sais, quand tu commences à grandir, ton corps commence à changer, ta morphologie commence à se développer. Quand j'étais petite, j'ai toujours été très très fine. Quand j'ai commencé à grandir vers les 14, 16 ans par là, je dirais pas que j'étais grosse, j'avais des formes, voilà. Si je te montre mes photos d'avant, tu vas me dire, mais t'étais pas du tout grosse, au contraire. Voilà. Aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, mais what the hell, c'était quoi mon problème? Mais donc en fait, je m'étais mise à fond dans le sport. Je faisais du sport à fond.
Mais et donc ça avait boosté un peu ma confiance en moi parce que j'avais réussi à être hyper fine. Après c'était aussi un fait sociétal, donc c'était la société de l'époque. Je me rappelle très bien cette période, c'était vraiment une période compliquée, toxique aussi je dirais, parce que ce qu'on nous renvoyait tout le temps, c'est qu'on devait être parfaite. Oui. On devait porter une taille 36. Oui. Le maximum qu'on devait porter, c'était une taille 38. Tu devais t'habiller d'une certaine manière. Après, j'ai étudié la sociologie après, donc forcément j'ai compris. Mais au départ, je ne comprenais pas. C'était vraiment pour être accepté dans une certaine catégorie sociale, il fallait que tu sois comme ça. Oui. Donc, à mon époque, au lycée, il fallait que je sois mince. Bon, après, ça va, je suis grande de taille, donc voilà. Ça compensait. Il fallait que je sois mince, que j'ai des notes très, très élevées. Voilà, il fallait suivre la masse. Voilà, c'est un peu le phénomène qu'il y a encore aujourd'hui. Un peu moins, mais c'est un peu le phénomène qu'il y a. De toute façon, c'est le phénomène qu'il y a quand tu entames l'âge de l'adolescence. Donc voilà, donc vers mes 17-18 ans, j'avais commencé à rebooster un peu ma confiance en moi. Et après mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, voilà, ça a commencé à redescendre parce que j'avais vécu une autre situation assez compliquée, c'est-à-dire qu'à mes 18 ans, j'avais eu mon tout petit premier copain. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, j'avais eu mon tout petit premier copain, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, j'ai vécu une trahison avec une personne assez proche de moi. Donc, au final, déjà, ma confiance en moi n'était pas élevée. D'accord. Donc, ça a baissé encore plus. Et parce que je me disais, je n'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi l'autre personne et pas moi. Donc voilà, j'ai vécu ça. Et après ça, pendant 3 ans plus tard, de mes 20 à 23 ans, voilà, j'avais commencé petit à petit à me remettre en selle. Et après, en fait, le truc, c'est que j'ai enchaîné des blessures sur blessures sans vraiment prendre la peine de me poser et de me dire, bon, là, tu t'arrêtes, tu fais un travail sur toi, tu guéris et après, tu répares. Donc, je pense que c'est ce qui m'a mené à péter un câble l'an dernier. C'est que pendant tout ce temps, j'ai cumulé les blessures. Je les ai cumulées et je ne prenais pas le temps de m'arrêter et de me dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, quelles ont été les conséquences et quelles sont qu'est-ce que tu peux faire derrière pour ne pas que ça se reproduise, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà. Donc c'était un peu ça qui m'a conduite à 2024, 2025 là, qui m'a conduite à 2024. Voilà. Alors 2024. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 2024, je pète mon câble. 2024, je pète un câble parce qu'en 2023, j'avais entamé une relation et elle ne s'est pas passée comme... de toute façon, tu sais, j'ai l'habitude de dire que quand tu sais, tu le sais. C'est-à-dire quand tu ressens un truc dès le départ, il faut pas t'entêter. Oui. Il faut se fier à son 6e sens. Parce que généralement, en tout cas moi personnellement, mon 6e sens ne m'a presque jamais trompée. Mais vu que j'ai vécu des blessures sur blessures, j'étais rentrée dans un schéma de dépendance affective qui me maintenait dans certaines relations très toxiques et très nocives pour ma santé mentale, ma santé physique. Voilà. Donc, quand tu le sais, tu le sais. Il faut partir. Il faut pas avoir peur de partir. Mais, voilà. J'ai vécu une relation. Ça, c'est 2023? Oui. 2023 à 2024. J'ai eu une relation. Cette personne, dans quelles conditions tu l'as rencontrée? Alors, cette personne, je l'ai rencontrée, dans un milieu, écuménique. D'accord. Alors, il faut savoir que je suis très chrétienne pratiquante, voilà. Donc, j'ai rencontré cette personne dans ce milieu-là. Ceux qui savent pas, écuménique, c'est tout simplement dans le domaine religieux de l'Église, voilà, tout simplement. Donc, j'ai rencontré cette personne là-bas.
Et on a commencé à... C'est cette personne qui m'a abordée. Voilà. Faut savoir que moi, je fais jamais le premier pas. Voilà. Non, mais vraiment, enfin, je fais jamais le premier pas. Mais pas parce que je pourrais pas le faire, mais parce que j'en suis pas capable. En fait, t'es pas très sociable. Pas du tout. Ok, je comprends. Je suis pas du tout sociable. Alors, enfin, attends. Parce qu'il y a une nuance. Je n'ose pas m'approcher des gens. D'accord. Mais si des personnes s'approchent à moi, je suis ouverte. C'est ça. En fait, tu vas pas vers les autres. Je vais pas aller vers les autres. Enfin, que les autres tu vas jamais me voir aller vers les autres. Si on est dans un groupe et que je vais vers une personne, c'est parce que je connais une personne de ce groupe-là. Mais sinon, tu vas jamais me voir aller vers une personne pour sympathiser avec elle. Mais parce que j'ai toujours été très très fermée comme personne. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens des fois ont peur de m'approcher parce qu'ils se disent si on l'approche, elle va réagir. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon visage il est tout le temps fermé. Alors que juste quelqu'un d'assez assez souriant. Oui, avec un beau sourire. Donc mon visage est tout le temps fermé. Donc je pense que quand les personnes me voient de loin, elles se disent elle ça, c'est pas la peine. Enough. Donc voilà. Donc pour revenir à 2023-2024, oui, j'ai rencontré cette personne-là et on a commencé une relation là, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le savaient. Pourquoi? C'était un choix? Oui, c'était un choix. De toi ou de lui? Alors, je dirais des deux. D'accord. Alors, moi, de mon côté, j'en parlais, oui, à ma meilleure amie. Voilà. Mais, pas plus que ça, quoi, voilà. Donc, c'était, oui, un choix. Et, cette relation, en fait, elle s'est très, très mal terminée. Oula. On part en besogne. Je pars directement en besogne, comme si je voulais effacer ce qui s'était passé. Faut pas courir. Ouais. Là, tu rencontres la personne et c'est un choix de ne pas en parler. Oui. Donc, il t'impose pas. Hein. C'est vous deux, tous les deux qui décidez de ne pas en parler. Oui. Vous vivez votre relation secrète. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Enfin, là, c'est un peu comme si j'avais un vide, en vrai, je te mens pas. C'est pour ça que j'ai du mal c'est pour ça que je suis partie directement vers la fin, parce que c'est un peu comme si j'avais un vide. Ensuite, ce qui se passe, c'est que... Déjà, comment cette personne se comportait avec toi? Au début, bien. Enfin, je dirais pas que c'est une personne méchante. Voilà. Je dirais pas que c'est une personne méchante. Je pense que peut-être c'est une personne qui a des blessures comme moi. Voilà. Alors, si tu dis ça, ça veut dire qu'il y a eu des épisodes qui ont été marquants pour toi. Par exemple. Alors, par exemple... Est-ce que c'est une relation dans laquelle tu te sentais bien? Non, je me sentais pas du tout bien. Ok. En toute honnêteté, je vais être vraiment sincère. Je ne me sentais pas du tout bien. Au contraire, par moments, j'avais vraiment... Ça m'angoissait, ça m'opprimait. D'accord. D'accord? Et c'est la première fois que je vis un truc... Enfin, que j'ai cette sensation-là dans une relation, cette sensation d'oppression. C'est vraiment la toute première fois parce que je savais que c'était pas, cette relation, elle me faisait pas du bien et qu'elle n'était pas bien non plus. Pourquoi tu te sentais oppressée? Parce que parce qu'en fait, quand on est en couple, alors c'était, c'est à chaque fois il fallait demander la permission pour faire des choses. Je me rappelle. Si je voulais faire un truc, il fallait demander la permission, même si c'était avec mon argent que je payais. Hein. Je tiens à souligner ça. À ce point-là? Oui. Il fallait demander la permission pour faire ça. Tu sais, si tu ne répondais pas directement au téléphone, l'autre s'énervait. Si tu répondais pas, c'était vraiment un truc de ce genre. Donc, c'était anxiogène. D'accord. C'était vraiment anxiogène. Et je t'assure, Nelly, je sais pas pourquoi je suis pas partie plus tôt. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis pas partie plus tôt. Il y avait de l'amour, c'est pour ça. Généralement, quand on aime, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Quand on est... Alors, il y avait de l'amour, oui, mais c'était pas dans le bon sens.
Alors, c'était un amour malsain. Je pense que si à l'époque, j'avais pris la peine de soigner mes blessures, de m'aimer un peu plus comme je m'aime maintenant, il y a des choses il y a des choses de la moi d'aujourd'hui. Quand je m'assois, je me dis, mais en fait, si j'étais allée en thérapie plus tôt, où j'avais guéri certains aspects de ma vie, il y a certaines choses que j'aurais jamais, mais au grand jamais tolérées. D'accord? Comme quoi, par exemple? J'arrive. Il y a des choses que j'aurais vraiment jamais tolérées, mais tout simplement le fait que on doit m'imposer ce que je dois faire. Mais au grand jamais. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille assez libre d'esprit, mais même mes parents m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Alors, au nom de je sais pas quelle soumission, on me demandait de faire certaines choses, quoi. Attends, tu me parles de la soumission où on demande à la femme d'être soumise? Oui, comme dans la... Oui, mais là, c'est dans le mariage, vous n'étiez pas dans le mariage. Merci. Donc, oui, au nom de je sais pas quelle soumission, on me demandait d'être soumise, quoi. Et j'avoue que je sais pas, Nelly, je pense que tout simplement, je ne m'aimais pas assez pour partir et pour dire, mais alors tu mérites beaucoup plus, quoi. Voilà. Je pense que j'étais tout simplement pas capable de partir. Et donc, je suis restée, j'ai subi des violences. Des violences émotionnelles et des violences physiques aussi. Voilà. Alors, je vais plus me concentrer sur les violences émotionnelles. Voilà. C'était une personne très, très violente verbalement, mais sa violence verbale était vraiment masquée par une subtilité. Enfin, tu ne pouvais pas, à l'instant T, dénicher cette violence. Mais je t'assure que c'est maintenant, en allant en thérapie et en parlant avec ma psychologue, que je m'en aperçois, que je me dis, mais enfin, cette personne, elle était violente avec moi et je me suis jamais rendu compte de ça. Et si, je pense pas à ma mère, elle va écouter ce podcast ou quelqu'un de mon entourage, mais si jamais quelqu'un de mon entourage écoutait ça, la personne dirait, mais t'as toujours été féministe, en fait. Parce que ce sont des choses qui t'arrivent et tu t'es dit, mais ça m'est vraiment arrivé à moi. Tu sais, j'ai toujours été très indépendante, très autonome. Je n'ai jamais eu besoin de personne, de aucun homme pour faire ce que je voulais, pour m'acheter ce que je voulais. Parce que, alors, après, je pense que c'est un fait culturel aussi. Moi, j'ai grandi toute ma vie en Europe, donc je n'ai jamais été de ce calibre de personnes qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui disent oui, l'homme doit tout faire. D'accord? Au contraire, moi, ma mère, elle m'a éduquée de la sorte que je sois indépendante à 100% et que je ne dépende, mais au grand jamais d'un homme. Donc, je sais pas, en fait, pourquoi je suis restée, mais même là, je parle, mais je ne comprends pas pourquoi je suis restée. Mais tu cherchais de l'affection. Mais merci, c'est de l'affection que je cherchais, mais elle était tellement malsaine, cette affection, qu'au final, elle a fini par me détruire. C'était quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que, alors, avant de rentrer dans cette relation, j'avais jamais connu d'homme en parlant de rapport intime. J'avais jamais connu d'homme et quand je me suis mise en relation, du coup, j'ai eu mon premier rapport. Et comme je disais, je suis très chrétienne, très pratiquante. Donc, j'ai culpabilisé vis-à-vis de ma relation avec Dieu par rapport à ça. Et cette personne-là, elle me disait, impossible que tu sois vierge parce que mon hymen ne s'était pas rompu. Donc, pendant même pas des semaines, mais à chaque fois, en fait, ça revenait. Et petite parenthèse, après cette relation, j'ai fréquenté une autre personne. Récemment, du coup, j'ai fréquenté une autre personne et mon hymen s'est rompu là, donc 2 ans après. Donc en fait, ça dépend le corps de la femme. C'est ça. C'est franchement ceux qui se basent sur ça pour dire que un tel, non, tu n'es pas. Écoutez, le corps humain, il est différent en fonction d'une personne. Hein, ça varie d'une personne à une autre. Donc
quand même, il utilisait ça contre toi. Oui, il utilisait ça contre moi. Et même quand on avait des rapports, c'était des rapports très très violents verbalement. Enfin là, je vais même pas citer parce que ça me dégoûte un peu. Mais voilà, et une fois, tout simplement, j'ai été sodomisée. Voilà, c'était ça la chose qui m'a. Ça a été ça en fait la goutte qui a fait déborder le vase et qui m'a dit c'est bon. C'était contre ton gré. Alors on a commencé à avoir un rapport quoi, et après oui, ça s'est déroulé contre mon gré, et du coup je me suis dit non. Mais tu sais, j'ai pas dit non directement. Alors, je suis pas partie directement. Je l'ai fait progressivement. J'ai commencé à prendre mes distances. J'ai commencé à ne plus pas. Mais tu sais que, c'était une relation qui m'avait éloignée de beaucoup de personnes à moi chères, quoi. Je parlais pratiquement déjà plus à personne. Parce que j'étais tout le temps triste. J'étais tout le temps triste et j'avais pas envie de parler aux gens et de leur parler de ma tristesse, quoi. Voilà, je n'ai pas envie de me répéter, donc je me coupais. Je me coupais du monde, je parlais plus à personne. Après, quand ça commençait à aller, je retournais vers ces personnes-là, mais les gens ne sont plus, la vie des gens n'est pas non plus ma salle d'attente, donc je comprends. Franchement, je comprends que après elles ont eu du mal à m'accepter dans leur vie à nouveau, et qu'elles puissent avoir du mal si jamais je devrais retourner. Mais ça, j'en veux à personne. Je suis assez adulte, responsable de mes actes, donc j'assume toutes conséquences, quoi. Voilà. Mais voilà. Donc en fait, j'ai commencé à partir petit à petit, et jusqu'à ce que je déménage. Je déménage dans une autre ville, et c'est quand je suis partie dans cette autre ville en fait que j'ai vécu ma dépression, que je vivais déjà, mais je me suis retrouvée seule. C'est ça, parce que là c'est facile, tu quittes le cocon familial. J'ai quitté le cocon familial, je me suis retrouvée toute seule, donc voilà. Et c'est là en fait que j'ai pété un câble. Vraiment, quand j'ai pété un câble, c'est vraiment pété un câble. Je n'avais plus envie de rien. J'ai tenté le suicide 3 fois. Je ne mangeais plus. Franchement, c'était compliqué. Je ne parlais plus à personne. Et même à ta maman? Même à ma maman, quand on s'appelait, je lui disais que j'allais bien. Et j'évitais tout et tout le monde, quoi. J'évitais tout le monde. Alors, s'il y avait des activités paroissiales, je participais, mais avec un faux sourire. Alors après, j'étais très épuisée, donc les gens ils voyaient que j'étais pas bien. Ça me demandait à plusieurs reprises, t'es sûre que tu vas bien? Je disais oui, je suis fatiguée à cause du travail. Je mettais tout sous le dos du travail. Mais voilà, j'étais épuisée de l'intérieur, vidée. Je me sentais tellement mal. Franchement, je trouvais aucune utilité à ma vie. Je me disais, franchement, j'étais pas bien. J'étais pas bien, et ça engendrait des crises d'angoisse. Ça a commencé par des crises d'angoisse. Je pouvais passer des heures à pleurer, mais à faire des crises d'angoisse. Des fois, j'avais des crises d'angoisse qui me coupaient ma respiration. Oui? Oui. Je tremblais. J'étais devenue quelqu'un d'anxiogène. Alors déjà, par mes études, je me mettais beaucoup de pression pour tout le temps exceller. D'accord. Voilà. Donc déjà, j'étais stressée à ce niveau-là. Je mettais beaucoup de pression pour ça. Donc j'avais déjà développé quelques tremblements par rapport à ça. Mais ensuite, ça a commencé à s'accentuer. Et donc voilà, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je n'allais plus au travail. J'avais arrêté la lecture. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Je ne faisais plus du sport, alors que moi, je kiffais. Enfin, je kiffe encore. Être en mouvement. Je ne parlais plus à personne. Oui, j'imagine. Je ne parlais vraiment plus à personne. Et comment j'en suis sortie? C'est-à-dire qu'un jour, je voulais... parce que, chez moi, j'habite dans une maison, mais il y a plein de petites maisons à côté. On a une cour, on a un jardin commun, voilà. Et
et quand tu arrives chez moi, en fait, il y a un escalier qui te mène chez moi. Et ensuite, il y a un autre escalier qui te mène à une sorte de mezzanine, si tu veux. Et du coup, je voulais me lancer par la mezzanine, là. Et il y a ma voisine, je sais pas pourquoi, ce jour-là. Elle avait essayé de m'appeler. J'avais pas répondu. Et alors, depuis que je suis partie vivre seule, je ne ferme jamais la porte de chez moi. C'est-à-dire la porte de ma maison est toujours accessible. C'est parce qu'en fait, on a un gros portail sécurisé. Personne n'a accès. Donc, je ne vois pas l'utilité, en fait. De fermer de chez toi. Okay. Et surtout, je me dis, je suis seule si quelque chose m'arrive. Alors, c'est vrai que ma voisine a le dos de mes clés. Mais je me dis, si les autres voisines, voilà, elles veulent prêter secours, ce serait impossible. Donc, je ferme jamais. Et du coup, voilà, dans ce contexte-là, il y a une voisine qui est montée et elle m'a vue. Alors, elle, c'est une psychologue de formation. Et avec un sang-froid qui dit pas son nom, elle m'a sortie de cette situation et voilà. Et après, elle m'a dit, alors, on avait déjà commencé à tisser des liens, donc on a commencé à parler. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, je peux pas te suivre parce que voilà, on a une proximité qui fait de telle sorte que je pourrais pas te suivre, mais j'ai une amie qui pourrait éventuellement t'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me soigner. Oui. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à aller en thérapie, à me soigner. Et petit à petit, j'ai arrêté de parler à cette personne-là. J'ai arrêté de parler à cette personne et j'ai recommencé à faire ce que je faisais avant. D'accord? Cette personne n'a jamais compris pourquoi j'étais partie. Et je pense qu'elle le comprendra jamais. Parce qu'il continue de revenir. Il est revenu? Ouais. Mais voilà, enfin, en plus, moi, je suis tellement passée. Alors, j'ai une facilité, par contre. Ça, je pense, c'est une grâce. J'ai une facilité de passer à autre chose qui ne dit pas son nom. Alors, de même que je suis entière quand j'aime, quand je n'aime plus et que je me retire, mais c'est comme si tout ce qui avait été avant, pour moi, n'avait jamais existé. Enfin, c'est-à-dire, si je vois la personne, je vais la saluer, parce que voilà, la courtoisie exige ça. Mais vraiment, enfin, I really don't care, honestly. Mais vraiment, éloigne-toi de moi, quoi. Je ne veux vraiment, ça ne m'intéresse tellement plus que voilà. Après ça, j'ai rencontré d'autres personnes. Enfin, j'ai rencontré 2 autres personnes. Alors, avec la première, ça n'a pas marché. Parce que j'étais vraiment pas dans les conditions. C'était pas bien. Voilà. En plus, certainement, tu ne le sais pas, mais tu cherchais une relation pansement. Oui. Non, c'est même pas que je le sais pas, je cherchais une relation pansement. Ouais. Donc, à un certain moment, je suis partie, là, de cette relation parce qu'elle me convenait plus. Parce qu'en plus, quand j'ai clôturé ma relation précédente, après, j'ai commencé ma thérapie. Donc, j'avais commencé à mettre des stops. Parce qu'un truc que moi, je ne savais pas faire et que des fois, j'ai du mal encore à faire, c'est dire non. D'accord. Mais dans les petites choses comme dans les grandes choses. Je suis le genre de personne, si tu me demandes un service, j'aurais du mal à te dire non. Et si je ne suis pas dans la capacité de le faire, mais sois-en sûr que je vais tout faire pour pouvoir le faire. Même si je peux pas, je vais tout faire pour pouvoir le faire. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça je suis. Et là, je commence à apprendre à dire non. Enfin, si je peux pas, je peux pas. Je m'en veux pas. Avant, je m'en voulais. Maintenant, voilà. Donc, j'ai vite stoppé cette relation-là parce qu'elle me convenait pas, voilà. Et après, j'ai rencontré une personne qu'en vrai de vrai, j'avais déjà connue avant de péter mon câble. Parce que je l'avais connue dans le cadre, enfin, c'est quand j'ai déménagé que j'ai rencontré cette personne-là. Et après, on s'était un peu perdu de vue et on s'est retrouvés. Et quand on s'est retrouvés, on a commencé une fréquentation. Et du coup, au début, ça s'était un peu mal passé parce que j'étais toujours dans l'optique de vouloir forcément une relation. Donc, je lui mettais la pression
pour avoir une relation. Et lui, c'était pas du tout ce il voulait pas, alors, dit comme ça sonne un peu mal, donc je vais peut-être essayer de mieux formuler dans ma tête avant de l'exprimer. Mais il sortait aussi d'une relation. D'accord. Voilà. Il sortait aussi d'une relation. Il voulait prendre son temps. Merci. Donc, il voulait prendre son temps pour apprendre à mieux se connaître, sans forcément mettre une étiquette sur ce qu'on était, mais vraiment prendre le temps de mieux se connaître pour ne pas... C'est aujourd'hui que je comprends ça parce qu'avant, je le comprenais pas. Pour ne pas reproduire, en fait, des schémas relationnels toxiques, quoi. Et donc, j'avoue qu'au début, ça s'est très, très mal passé avec lui. Et parce que justement, moi, j'étais dans cette logique de me dire non, il faut absolument que je me mette en relation, il faut absolument que on officialise la chose, il faut, alors que je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est pas ce dont j'ai besoin, ni ce dont j'ai envie. Enfin, c'est une personne que j'apprécie énormément, je vais pas mentir. Je l'apprécie énormément et encore aujourd'hui on est en contact. Oui. Bien que mes copines me disent non mais il faut le laisser, patati patata. En vrai, tu trouves qu'il n'a pas été toxique comme l'autre. Voilà, il n'a pas été toxique. C'est juste que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc ça n'a pas fonctionné, il n'a pas été toxique, il m'a rien fait d'éclatant, voilà. Comme me disent dégage. Au contraire, il voulait prendre son temps. Il voulait prendre son temps. Toi, tu t'es pressé. Voilà, exactement. Donc maintenant que je veux prendre mon temps, je pense que les choses fonctionnent mieux entre nous. Oui. C'est beaucoup plus tranquille. Donc voilà, on a vraiment cette relation saine que j'ai jamais vécue auparavant. Oui. Donc voilà. Ça, là, en ce moment, ouais, j'ai une relation qui est saine, c'est-à-dire que on ne se met pas la pression. Prenez votre temps. Oui, on prend notre temps, on apprend vraiment à se connaître. C'est vrai que des fois, il m'énerve un peu, très souvent, il m'énerve un peu. D'ailleurs, j'ai une amie, à chaque fois que j'ai fait un truc, elle me dit, je te laisse avec X. À chaque fois, elle me dit, je te laisse avec X, c'est lui qui te peut. Donc voilà. Mais franchement, voilà. Faut pas se mettre la pression. Voilà, franchement, je mets plus la pression. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Mais c'est vrai que oui, j'avoue que maintenant que je mets plus la pression et que je vis cette relation très très sainement, je ne suis pas du tout angoissée. Comme le dit ma mère, en fait, le mariage, on a tout le temps pour être ensemble, donc faut pas se mettre la pression dans les copinages, les fiançailles, ça viendra au moment où vous porte. Exactement. C'est justement ce matin, j'en parlais avec une amie qui me disait, parce que hier, du coup, j'ai vu ce dernier et j'en parlais à une amie ce matin. Et elle m'a dit, alors, vous en êtes où dans cette histoire? Je lui ai dit, écoute, pour l'instant, on n'a pas mis une étiquette sur ce qu'on est. C'est vrai que en aparté, il m'a dit des trucs que je vais pas dire sur ce plateau, mais on n'a pas mis une étiquette. On voit comment les choses évoluent et voilà quoi. Mais sans pression, sans stress. Et c'est vrai que moi aussi, de mon côté, ça me permet de mieux gérer mes émotions, mieux gérer mes sentiments et être focus sur moi-même. D'accord. Parce que justement, la dernière fois qu'on a eu on a eu une conversation importante et que je lui ai dit qu'en vrai de vrai, je pensais vouloir une relation, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Il m'a dit, donc t'as envie de quoi exactement? Et je lui ai dit, en vrai de vrai, je pense que j'ai vraiment besoin de guérir de certaines blessures et de me concentrer sur moi-même. Et du coup, tu vois, c'est une personne qui respecte énormément cet aspect-là. Donc si, je te donne un exemple débile, s'il m'appelle que je réponds pas, il comprend. Voilà. Si je fais 2 jours sans donner de nouvelles, il comprend. Tu vois. Il va pas être dans pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu me réponds pas. Non. Franchement, c'est une personne qui me respecte énormément et qui respecte mon être et mes convictions. Ça, c'est. Donc, je sais pas exactement où est-ce que ça va nous mener, si ça va nous mener quelque part. Mais en tout cas, en ce moment, c'est le genre de relation dont j'ai envie. Voilà. Si tu sais ça, c'est bon. On a dit merci à... On dit merci à Dieu. Heureusement que tu as trouvé au moins une personne patiente qui est prête à t'écouter, qui est aussi une oreille attentive. Franchement, oui, c'est une personne qui est très, très patiente. Alors, dans mes relations précédentes, j'avais jamais expérimenté ce volet-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Oui. De nouveau. Nous avons trouvé une personne qui est patiente. Il faut aller à son rythme. À son rythme, exactement. Faut pas se mettre la pression. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ton histoire? Quand
J'aime bien mettre les invités en face d'eux-mêmes. À 15 ans, si tu avais 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à la Hope de 15 ans? Alors, si j'avais 15 ans, à la petite moi, je lui dirais, écoute, tu vas vivre des moments de ta vie très, très compliqués, mais vraiment très, très compliqués. Tu vas te sentir très, très seule, mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Tu vas développer une résilience qui parfois va te surprendre, parce que des fois, je me rends pas compte à quel point je suis forte. Oui. Mais ne lâche rien. Continue toujours de rêver. Continue toujours de croire en l'amour. Parce que les gens sont bienveillants. Il y a des personnes qui sont bienveillantes. Ça existe. Oui, ça existe. Et ce qui est pour toi finira toujours par te retrouver. Exactement. Donc, ce que je retiens de mon histoire, c'est qu'elle m'a appris à être résiliente. Je suis très fatiguée. Oui. Je suis très épuisée, je vais pas le cacher. Mais c'est pas pour autant que je baisse mes bras. Il y a des jours où je me réveille et je suis mal. Et je me dis, c'est pas grave. Si aujourd'hui t'es comme ça, c'est pas grave. Tu ne peux pas toujours tout faire. Tu ne peux pas toujours être toujours bien. T'as vécu des choses compliquées. Donc, c'est un peu normal d'être comme ça parce que ce sont les séquelles, malheureusement. Oui. Voilà. Je pense que c'est un peu comme une maladie. C'est un peu comme quand t'es malade, quoi. Oui. Voilà. Moi, je tombe souvent malade, mais franchement, je prends souvent des rhumes, des trucs comme ça, voilà. Et à la moi d'aujourd'hui, je dis, tu sais, c'est comme quand t'as la fièvre et quand t'as le rhume. Quand tu sors d'une fièvre ou d'un rhume, t'es fatigué, mais c'est pas pour autant que tu ne reprends pas ta vie. Oui. C'est pas pour autant que tu retournes pas à faire ce que tu faisais avant. Donc, à la moi toute petite, je lui dirais, apprends à t'aimer avant de vouloir que les autres t'aiment. Et sois patiente envers toi-même. Ça, c'est important, ça. Voilà. C'est important. C'est vraiment ce que je lui dirais. Sois patiente et apprends, mais vraiment, apprends à t'aimer. Parce que justement, dans ma relation actuelle, vu que je suis en phase de m'apprendre à m'aimer, il y a des choses que je dis pas que je ne tolère, que quand je les tolère pas, je les dis dans le respect, bien évidemment. Avant, j'aurais accepté, mais maintenant, vu que je sais juste que ne pas décevoir l'autre. Voilà, juste ne pas décevoir l'autre. Mais maintenant, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. S'il me demande un truc que je peux le faire, je le fais. Si je peux pas le faire, je lui dis, je peux pas. Et essayons de trouver un compromis, un point commun. Retrouvons-nous à mi-chemin. Mais je peux pas faire ça toute seule. Ce que tu me demandes là, je peux pas. Je suis dans l'impossibilité de le faire. Donc voilà, à la moi toute petite, je dirais ça. Je lui dirais, continue de croire en toi, aime-toi, pardonne-toi, et le meilleur reste encore à venir. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui t'écoute aujourd'hui et qui vit la même situation? Alors, à une personne qui m'écoute aujourd'hui et qui vit la même situation, je lui dirais, comme j'ai dit au départ, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Mais ça semble une phrase faite, mais le soleil finit vraiment toujours par se lever. Tu m'aurais demandé il y a 1 an de cela, je t'aurais dit, j'ai juste envie de rejoindre le Père Céleste, quoi. Oui. Je pensais pas me retrouver là, comme ça, en train de raconter mon histoire, en train de raconter mon vécu, et sans pleurer, parce que des fois, quand je raconte, je pleure. Donc voilà, déjà... Tu as pleuré. Ouais. On t'a pas vu, oui, ils t'ont pas vu, mais... Oui, mais voilà. La première fois que j'ai parlé avec Nelly de cette histoire, mais vraiment, je pleurais à grosses gouttes. donc voilà, le soleil finit toujours par se lever. Et la dernière fois, je partais au travail et je me suis rendue... c'est vraiment un truc merveilleux, la création, parce que en début de l'été, quand je partais au travail, déjà, je me réveillais très, très tôt, mais quand j'ai quitté la maison, à 6h, le soleil était déjà bleu. Oui. Voilà. Et le soleil se levait petit à petit. Et la dernière fois,
Quand je partais, il était 6 heures et tout était encore noir. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, l'hiver recommence. Et je me suis dit, mais de la même manière, en fait, que il est 6 heures et que tout est noir, dans quelques heures, le ciel va commencer à se dégager, le bleu ciel va commencer à ressortir. En fait, c'est de la même manière que les mauvaises périodes de notre vie, elles ne durent pas éternellement. Exactement. Elles ont vraiment, je dirais aujourd'hui que elles font partie de notre histoire pour nous apprendre quelque chose et elles nous forgent une personnalité et un caractère. En tout cas, je sais pas tout ce que j'ai vécu va m'apporter demain, mais je sais tout ce que j'ai vécu m'apporte aujourd'hui. Oui. Donc, à une personne qui vit la même chose, honnêtement, je lui dirais, prends courage. C'est compliqué d'en parler parce que c'est compliqué. Il faut un sacré courage pour reconnaître qu'on n'est pas bien, pour reconnaître qu'on va très mal et qu'on a besoin d'aide. Mais ne serait-ce que de trouver une seule personne à laquelle en parler, il faut le faire. Il faut en parler, il faut demander de l'aide et ne pas avoir honte de demander de l'aide, ne pas avoir honte de dire qu'on a vécu ça. Qui voudra comprendre, comprendra. Qui ne voudra pas comprendre, on n'est pas emmené à vivre tout le monde ensemble. Ma mère, elle dit toujours, quand t'es née, t'étais toute seule. Quand tu vas mourir toute seule. C'est tellement débile, mais c'est vrai. Même les jumeaux, quand ils naissent pas au même moment, à la même heure, et qu'ils meurent, ils partent pas dans le même cercueil. Ouais. Donc, à une personne qui vit la même chose, fortifie-toi, prends courage, pleure, vide-toi. Si t'as envie de tout casser, casse tout. Mais c'est pas parce que un truc s'est mal passé que ça veut dire que ça va influencer toute ta vie de façon négative. Si je suis en train de m'en sortir, je pense que tu peux t'en sortir aussi. Oui. Voilà. Merci, Hope. Comme tu as dit, et je rebondis, tu as un rayon de soleil. Je t'ai écouté. Et vous la voyez pas, mais son sourire, il est tellement magnifique. Franchement, elle ne fait que sourire. Elle sourit silencieusement. Franchement, comme une douceur, quoi. En fait, tu sais ce que tu as traversé, ce n'est qu'une partie de ton histoire. Et comme je le dis toujours, quand on est destiné à de belles choses, à de grandes choses, le Seigneur nous éprouve par le feu. Tu vois? Donc, tu vois un diamant brut, pour qu'il soit un beau bijou demain, il faut qu'il passe par le feu. Et je pense que c'est ce que tu as traversé. C'est pas la fin du monde. Ça fait mal. Mais tu es debout. Et aujourd'hui, le fait que tu viennes témoigner, ça prouve vraiment que tu es en train de guérir. Et moi, je te souhaite vraiment de guérir. Merci. Tu es une très belle personne, avec un magnifique sourire. Oui, peut-être que les gens voient une carapace, mais moi, je vois un très beau sourire. Je vois une très belle personne, très solaire. Et ne laisse pas ton passé dominer. C'est vrai que souvent, tu vas avoir des moments où tu seras down, où tu seras, tu vas te réveiller le matin et que tu seras pas forcément bien. Tu auras même envie de pleurer, mais tu sais même pas pourquoi tu as envie de pleurer. Ça arrive à tout le monde. Mais, tu souris. Comme tu le fais maintenant et tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu ne dois rien à qui que ce soit. Comme je disais, le chemin de la guérison, il est long. Donc, prends le temps qu'il te faut. Merci à cette belle âme qui prend son temps aussi avec toi, qui comprend, parce que c'est pas tout le monde qui comprend, hein, disons-nous les choses véritablement. Merci à cette personne-là qui est patiente et vraiment, je prie Dieu que tu connaisses ce bonheur immense et cette joie immense et que tu te réconcilies avec toi-même. Merci d'être passé sur le plateau de Douceur Intérieure. Merci à toi de m'avoir invité. Et vous qui me regardez, merci de nous avoir écoutés. Comme je le dis, les situations de la vie, il faut toujours chercher à passer outre. C'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On a tous des épreuves qu'on vit. Mais ce qui va jouer dans la résilience, c'est comment vous sortez de votre histoire, de votre vécu. Je sais que c'est pas facile, mais je vous envoie beaucoup d'amour et de douceur. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye bye. Bisous.